Le miel qui se trouve en ce moment même dans ta cuisine contient une vérité dont presque personne ne parle. Depuis des siècles, les humains croient que le miel est l'un des aliments les plus précieux au monde. Il servait à la fois de nourriture, de médicaments et de conservateur naturel. Des archéologues ont découvert dans des tombes égyptiennes des pots de miel vieux de plus de 3000 ans et ce miel était encore consommable. Imagine un instant, un aliment capable de durer plus longtemps que certaines civilisations. Au Moyen Âge, les médecins appliquaient du miel sur des plaies ouvertes. Des infections qui auraient normalement été mortelles disparaissaient. Dans de nombreux monastères, le miel constituait la base de presque tous les traitements médicaux. Les Vikings en emportaient sur leurs longs voyages en mer, car ils ne se gâtaient jamais. Et aujourd'hui, tu achètes un pot de miel au supermarché et ton corps réagit d'une manière complètement différente. Ton taux de sucre dans le sang grimpe soudainement. Ton corps peut développer des réactions inflammatoires. Ton système immunitaire ne considère plus cette substance sucrée comme un remède naturel, mais plutôt comme quelque chose de problématique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas ton corps, c'est le miel lui-même. Dans de nombreux cas, le miel d'aujourd'hui n'est plus vraiment du miel. Il s'agit souvent d'un produit sucré industriel, fabriqué, filtré et chauffé jusqu'à ce que presque toutes ses propriétés naturelles disparaissent. Ce que les apiculteurs médiévaux faisaient naturellement et correctement, nous l'avons détruit dans notre quête de rapidité, de production de masse et de profit. En 1983, une équipe de chercheurs de l'université de Waikato, en Nouvelle-Zélande, a réalisé une étude remarquable. Ils voulaient donc comparer l'efficacité antibactérienne du miel, vendu dans les supermarchés, avec celle du miel provenant de ruches traditionnelles, non chauffées, et produit selon des méthodes proches de celles utilisées au Moyen Âge. Les résultats ont surpris même les scientifiques. Le miel de supermarché ne montrait pratiquement aucune activité antibactérienne. En revanche, le miel traditionnel était capable de tuer des staphylocoques multirésistants, des bactéries contre lesquelles les antibiotiques modernes sont souvent inefficaces. Son effet était si puissant que certains hôpitaux ont commencé à utiliser du miel médical pour traiter des plaies. Mais ce miel médical n'est pas le même que celui que tu trouves dans les magasins. Il provient d'abeilles qui butinent certaines plantes spécifiques, il est transformé sans chaleur et il peut coûter jusqu'à 10 fois plus cher que le miel ordinaire. Au Moyen Âge, presque tout le miel était en réalité proche de ce que nous appelons aujourd'hui du miel médicinal. Non pas parce que les gens étaient plus avancés technologiquement, mais simplement parce qu'ils ne savaient pas encore comment dégrader la qualité du miel. Avant de continuer, pose-toi une question. Consommes-tu régulièrement du miel? Et si oui, as-tu déjà remarqué qu'après en avoir mangé, tu te sentais fatigué, que tu avais des brûlures d'estomac ou que tu avais encore faim peu de temps après? Ta réponse est intéressante, car tu vas bientôt comprendre pourquoi le corps réagit souvent au miel moderne comme s'il s'agissait d'un aliment peu sain. La première différence, et la plus importante, commence avec les abeilles elles-mêmes. Au Moyen Âge, les colonies d'abeilles vivaient le plus souvent à l'état sauvage ou semi-sauvage. Elles habitaient dans des arbres creux, dans des ruches en paille tressée, appelées skeps, ou dans de simples caisses en bois sans cadre amovible. Les abeilles décidaient elles-mêmes où construire leurs rayons, quelle taille auraient les cellules et quand la colonie se diviserait. L'apiculteur intervenait très peu, une fois par an, généralement à la fin de l'été. Il prélevait quelques rayons remplis de miel, le reste était laissé aux abeilles. Les abeilles construisaient leur nid entièrement de manière naturelle. Aujourd'hui, l'apiculture fonctionne d'une manière complètement différente. Les abeilles modernes doivent construire leurs rayons sur des cadres standardisés. Ces cadres contiennent déjà des plaques de cire préimprimées qui déterminent exactement la taille de chaque cellule. La reine est souvent élevée artificiellement. Son patrimoine génétique provient de mâles soigneusement sélectionnés afin d'obtenir certaines caractéristiques. Une production de miel plus élevée, un comportement très docile ou une meilleure résistance aux maladies. Mais cette sélection génétique a un coût important. La diversité génétique des abeilles a fortement diminué. Les Tahitiennes, abeilles du Moyen Âge, étaient robustes, parfois plus agressives, mais surtout génétiquement diverses. Elles pouvaient survivre à l'hiver par leurs propres moyens.
Les abeilles d'élevage moderne, en revanche, dépendent souvent totalement de l'intervention humaine. Sans alimentation au sucre, médicaments et surveillance constante, beaucoup d'entre elles ne survivraient pas. Une autre différence essentielle concerne l'alimentation des abeilles. Les abeilles médiévales collectaient du nectar provenant d'une incroyable variété de plantes, fleurs sauvages, herbes, arbres et arbustes. Une ruche située dans une forêt européenne pouvait récolter du nectar provenant de plus de 200 espèces végétales différentes, parmi lesquelles le tilleul, le saule, la ronce, le trèfle, le thym, la lavande ou encore les arbres fruitiers. Chaque plante ajoutait au miel différents enzymes, pollen, huiles essentielles et composés végétaux. Ainsi se formait un miel d'une richesse chimique exceptionnelle. Il contenait des substances actives comme des flavonoïdes, des acides phénoliques et des enzymes telles que la glucose oxydase, capables de produire du peroxyde d'hydrogène, un puissant agent antibactérien naturel. Ce miel était littéralement vivant. Aujourd'hui, beaucoup de ruches se trouvent au milieu d'immenses monocultures agricoles. Champs de colza, champs de tournesol, plantations d'acacias. Les ruches sont parfois chargées sur des camions et déplacées vers ces zones. Les abeilles y récoltent alors du nectar presque exclusivement à partir d'une seule espèce de plante. Le résultat est un miel chimiquement beaucoup plus simple. Il contient toujours du sucre, bien sûr, mais beaucoup moins de diversité végétale, moins de composés actifs et donc beaucoup moins de bénéfices pour la santé. Une pratique encore plus problématique est rarement évoquée. De nombreux apiculteurs nourrissent leurs abeilles avec de l'eau sucrée. Cela se produit surtout en hiver ou lorsque trop de miel a été retiré de la ruche. L'eau sucrée coûte moins cher que le miel. Les apiculteurs prélèvent donc le miel produit par les abeilles et le remplacent par du sucre industriel. Les abeilles stockent ensuite ce sucre dans leurs rayons, parfois mélangé avec le nectar naturel. Ainsi, le pot de miel que tu achètes peut contenir un mélange de vrai nectar et de sucre transformé que les abeilles ne récolteraient jamais dans la nature. Au Moyen Âge, l'apiculteur laissait toujours suffisamment de miel dans la ruche pour permettre aux abeilles de survivre à l'hiver. On savait déjà une chose simple, les abeilles ont besoin de leur propre miel pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, on prélève souvent le maximum possible, puis on remplace ce miel par l'alternative la moins chère. Nous arrivons maintenant à un autre point essentiel, la transformation du miel. Au Moyen Âge, le miel était extrait de deux manières très simples. Soit on laissait le miel s'écouler naturellement des rayons à température ambiante, soit on pressait doucement les rayons à la main, puis on filtrait le miel à travers un tissu en lin. Et c'est tout. Pas de machine complexe, pas de chauffage, pas de traitement industriel. Le miel s'écoulait lentement, à froid. Le tissu retenait seulement les gros morceaux de cire ou les impuretés visibles, mais laissait passer le pollen, la propolis et toutes les substances précieuses. Ce miel avait souvent un aspect trouble. Il était épais et contenait parfois de petites particules de cire. Après quelques semaines ou quelques mois, il commençait naturellement à cristalliser, et c'était considéré comme un bon signe. La cristallisation indique que le miel est authentique et qu'il n'a pas été transformé. Elle montre que le miel contient naturellement beaucoup de glucose qui forme des cristaux avec le temps. Aujourd'hui, le miel moderne subit plusieurs étapes industrielles. Tout commence souvent par une centrifugeuse qui extrait le miel des rayons. Cela en soi n'est pas forcément problématique. Le véritable problème commence après. Le miel est chauffé, parfois à des températures de 60, 70 ou même 80 degrés Celsius. Pourquoi ? Pour le rendre plus fluide, afin qu'il circule plus rapidement dans les machines, les filtres et les tuyaux. Cette chaleur permet aussi d'éviter que le miel cristallise dans les pots, ce que beaucoup de consommateurs considèrent, à tort, comme un défaut. Mais cette chaleur détruit précisément les composants les plus précieux du miel. Les enzymes comme la diastase et l'invertase deviennent inactives au-delà de 40 degrés. La glucose oxydase, responsable de la production de peroxyde d'hydrogène et donc de l'effet antibactérien du miel, est détruite vers 50 degrés. Les vitamines, en particulier certaines vitamines du groupe B et la vitamine C, se dégradent. Les antioxydants comme les flavonoïdes perdent une grande partie de leur activité. À la fin, il reste surtout une chose, du sucre.
La fructose et la glucose sont toujours présentes, mais leurs bénéfices biologiques disparaissent presque totalement. Ensuite, intervient souvent une autre étape, l'ultrafiltration. Le miel chauffé est poussé à travers des filtres extrêmement fins. Ces filtres ne retirent pas seulement les morceaux de cire ou les impuretés, ils éliminent aussi le pollen. Pourquoi enlever le pollen? La réponse est surprenante. Le pollen révèle l'origine du miel. Grâce à une analyse pollinique, les scientifiques peuvent déterminer précisément de quelle plante et de quelle région provient un miel. Et cela pose un problème pour l'industrie. Une partie importante du miel vendu dans le monde est mélangée, modifiée ou mal étiquetée. Par exemple, du miel produit dans un pays peut être transporté vers un autre, reconditionné puis vendu sous une autre origine. Dans d'autres cas, le miel est dilué avec des sirops bon marché, comme le sirop de riz, le sirop de maïs ou des sucres inversés industriels. Ces ajouts sont difficiles à détecter chimiquement, mais une analyse du pollen révélerait immédiatement l'incohérence. Alors on supprime simplement le pollen. Le problème, c'est que le pollen est l'un des éléments les plus nutritifs du miel. Il contient des protéines, des acides aminés, des vitamines, des minéraux et des composés qui soutiennent le système immunitaire. Un miel sans pollen ressemble à du miel, mais il lui manque l'essentiel. Ces transformations ont des conséquences directes sur la santé. Le miel traditionnel avait un indice glycémique relativement modéré, non pas parce qu'il contenait moins de sucre, mais parce que ses enzymes, ses protéines et son pollen ralentissaient l'absorption du sucre dans l'organisme. Le taux de sucre dans le sang augmentait plus lentement et de manière plus stable. En même temps, les substances antibactériennes naturelles agissaient dans la bouche et dans la gorge. Les flavonoïdes réduisaient l'inflammation et les traces de propolis soutenaient le système immunitaire. Aujourd'hui, beaucoup de miel industriel se comporte presque comme du sucre ordinaire dans le corps. Le taux de glucose dans le sang monte rapidement, puis redescend brutalement. On peut ressentir une fatigue soudaine ou une sensation de faim peu de temps après. À cela s'ajoute un autre problème. De nombreuses analyses ont montré que le miel commercial peut contenir des traces de pesticides ou d'herbicides utilisés dans l'agriculture moderne. Ces substances peuvent atteindre les abeilles lorsqu'elles butinent des cultures traitées. Par exemple, certaines études européennes ont détecté des traces de glyphosate dans un grand nombre d'échantillons de miel. Le glyphosate est un herbicide qui peut perturber certaines bactéries importantes dans l'intestin humain. Ainsi, un produit considéré comme naturel peut parfois contenir des résidus de l'agriculture industrielle. Autre différence importante, autrefois, le miel était presque toujours local et saisonnier. Chaque région produisait des miels différents selon les plantes disponibles. Le miel de tilleul, le miel de forêt, le miel de bruyère ou encore le miel de fleurs sauvages avaient chacun leur goût et leurs propriétés. Les gens connaissaient les miels de leur région et savaient comment les utiliser. Aujourd'hui, beaucoup de pots portent simplement la mention « miel de fleurs ». Cela peut signifier un mélange provenant de plusieurs régions ou même de plusieurs pays. Le lien entre le produit, la nature et le territoire devient alors beaucoup plus flou. Si l'on souhaite trouver un miel plus authentique, il faut souvent chercher auprès de petits apiculteurs locaux. Certains produisent encore du miel peu transformé, non chauffé et filtré de manière minimale. Ces miels cristallisent généralement avec le temps, ce qui est tout à fait normal. Ils peuvent aussi contenir de fines particules naturelles de pollen ou de cire. Et leur goût est souvent beaucoup plus complexe. On peut y percevoir des notes florales, végétales, parfois légèrement résineuses ou même légèrement amères. Ce sont ces nuances qui témoignent de la richesse naturelle du miel. Le miel a accompagné l'humanité pendant des millénaires. Il a servi de nourriture, de médicaments et de conservateurs bien avant l'apparition des technologies modernes. Aujourd'hui encore, il peut rester un aliment remarquable, à condition de comprendre comment il est produit et transformé. Car parfois, derrière un simple pot de miel, se cache toute l'histoire de notre relation avec la nature, l'agriculture et les abeilles. Et comprendre cette histoire peut changer la manière dont nous regardons un aliment aussi ancien que le miel lui-même.